Lambda, Kappa, Lakehouse, on entend ces noms partout. Ce sont, en quelque sorte, les moteurs invisibles de notre monde numérique. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment tout ça fonctionne, et surtout, on va voir comment faire le bon choix. Pour bien saisir l'enjeu, j'aime bien cette analogie. Une plateforme de données, c'est un peu comme la plomberie d'une ville. Quand ça marche, personne ne s'en rend compte. Les données circulent, les applications tournent, tout est fluide. C'est le signe d'une architecture bien pensée. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça casse? Parce que c'est là que les vrais ennuis commencent. Quand la conception est bancale dès le départ, les problèmes ne font que s'empiler. Des données qui se perdent, des analyses qui rament, bref, tout le système devient un véritable cauchemar à gérer. Et les symptômes, ils sont assez clairs. On parle de pipelines de données hyper fragiles, de factures cloud qui s'envolent, et surtout d'équipes d'ingénieurs complètement frustrés qui passent leur temps à éteindre des incendies. Tout ça, c'est le résultat d'un mauvais choix. Alors voyons comment éviter ce piège. Voilà, on est en plein dans le dilemme de l'architecte de données. La question fondamentale, c'est toujours la même. Comment bâtir un système qui soit non seulement robuste, mais aussi capable de suivre la croissance de l'entreprise, et bien sûr, sans faire exploser le budget. Et aujourd'hui, il y a principalement 3 architectures qui sont sur toutes les lèvres. Lambda, Kappa et Lakehouse. C'est vraiment crucial de bien comprendre les avantages et les inconvénients de chacune, parce que c'est ça la clé pour construire une plateforme de données solide et pérenne. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On va décortiquer ces 3 solutions une par une, et on commence avec la première, peut-être la plus ambitieuse historiquement, celle qui a essayé de réconcilier 2 approches totalement différentes. Donc l'architecture Lambda. L'idée de base, c'était vraiment de prendre le meilleur des deux mondes. D'un côté, on a le traitement par l'eau, le fameux batch, qui est super précis et fiable. De l'autre, on a le streaming, le traitement en temps réel, qui est ultra rapide. Lambda a dit, pourquoi pas les deux? Alors, comment ça marche concrètement? Les données arrivent et hop, elles sont séparées en 2 chemins. D'un côté, la batch layer, qui recalcule tout l'historique pour une précision parfaite. De l'autre, la speed layer, qui gère l'immédiat, le temps réel. Et à la fin, on fusionne les deux. Sur le papier, c'est génial, mais ça illustre aussi son plus gros défaut. On se retrouve avec 2 pipelines à maintenir, et ça veut souvent dire 2 fois le même code à gérer, 2 fois plus de risques d'erreur, une complexité qui peut vite devenir un casse-tête. Et c'est justement en réponse à cette complexité de Lambda qu'est née l'architecture Kappa. La philosophie derrière Kappa, c'est une simplification radicale. L'idée est simple. Et si on arrêtait de se compliquer la vie avec 2 pipelines? Si on traitait tout, absolument tout, comme un flux de données en continu? Le fonctionnement est donc beaucoup plus simple. Les données arrivent dans un bus d'événements et tout est traité en temps réel, en continu. Et la question qu'on se pose, c'est comment fait-on pour les calculs sur tout l'historique? Eh bien, c'est là l'astuce de Kappa. On rejoue simplement tous les événements depuis le début. C'est une idée super puissante. Ça veut dire qu'on peut corriger des erreurs ou changer de logique à tout moment. Mais attention au piège. Rejouer des années de données, ça peut prendre un temps fou et coûter très très cher en ressources. C'est ça le grand compromis de Kappa. Et puis, on a la 3e grande approche, plus récente, le Lakehouse. Ici, l'objectif est encore différent. Il s'agit d'unifier le monde du stockage de données. Fini la séparation un peu vieillotte entre le data lake, où on jette toutes les données brutes, et le data warehouse super structuré pour l'analyse. Le Lakehouse veut fusionner les deux. Le principe est assez élégant. On stocke toutes les données, structurées ou non, dans un seul et même endroit, un data lake. Et par-dessus, on ajoute des couches intelligentes de métadonnées qui apportent la structure et la fiabilité des transactions, bref, les avantages d'un data warehouse. Le point crucial, c'est que les outils d'analyse, comme le SQL, peuvent attaquer directement ce lac de données. Plus besoin de dupliquer, de copier les données d'un endroit à l'autre. C'est une simplification énorme de l'architecture. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Quand est-ce qu'on utilise l'une ou l'autre de ces architectures? L'architecture lambda, on la retrouve très souvent dans des secteurs bien établis, comme la banque ou les assurances. Pourquoi? Parce que ces entreprises traînent d'énormes systèmes batch historiques, des mastodontes qui tournent depuis des décennies. C'est tout simplement impossible de tout jeter et de repartir de zéro. Lambda, c'est une solution pragmatique pour ajouter une brique de temps réel par-dessus cet existant sans tout casser. Kappa, c'est tout l'inverse. C'est le choix parfait quand le cœur du métier est basé sur une suite d'événements. Pensez au suivi des clics sur un site web, aux données qui remontent de milliers de capteurs connectés ou encore à la détection de fraude en direct. Dans tous ces cas, la logique est naturellement événementielle, donc Kappa est une évidence. Et le Lakehouse alors? C'est un peu le chouchou des startups et de toutes les entreprises qui construisent leur plateforme de données à partir de rien aujourd'hui. Quand on part d'une feuille blanche, on n'a pas l'héritage du passé. On peut donc directement adopter cette approche unifiée qui est souvent plus simple et moins coûteuse à long terme.
Donc, pour résumer rapidement, lambda, c'est la précision au prix d'une grosse complexité. Kappa, c'est la simplicité, mais attention au coût si on doit rejouer souvent les données. Et le lakehouse, c'est l'unification. Mais ça nous rend aussi dépendants d'outils plus modernes et encore en pleine évolution. On le voit bien, il n'y a pas de solution magique. C'est toujours une histoire de compromis. Ok, donc face à ces compromis, comment est-ce qu'on décide? Comment un ingénieur de données choisit la bonne voie? Eh bien, un bon ingénieur, un bon architecte ne se laisse pas aveugler par la dernière techno à la mode. Non, il pose les bonnes questions. C'est ça la clé. Le choix d'une architecture, ce n'est pas un concours de popularité. C'est une réponse à un besoin métier bien précis. Et la toute première question, la plus fondamentale, c'est celle-ci. Est-ce que le temps réel est une nécessité absolue ou est-ce juste un plus, quelque chose qui serait sympa mais pas vital? Le temps réel, ça coûte cher en complexité. Il faut être honnête. Est-ce qu'une mise à jour toutes les 5 minutes ou même toutes les heures ne serait pas largement suffisante pour 90% des besoins? Deuxième grande question, qui cible directement l'architecture Kappa, est-ce qu'on a les moyens, financièrement et techniquement, de stocker l'intégralité de notre historique de données et surtout de le rejouer de temps en temps? Si la réponse est non, ou si le coût est prohibitif, alors Kappa n'est probablement pas la bonne solution. Et pour finir, il y a les questions de bon sens. Quelle est la compétence de l'équipe qui va devoir construire et maintenir tout ça? Et quel est le budget cloud qu'on est prêt à allouer? Parce que la plus belle architecture du monde ne sert à rien si personne dans l'équipe ne sait la faire fonctionner ou si elle coûte tellement cher que l'entreprise doit mettre la clé sous la porte. Au final, tout se résume à cette idée simple mais essentielle. L'architecture est au service du besoin et jamais l'inverse. La technologie est un moyen, un outil, pas une fin en soi. Alors, lambda, kappa, lakehouse, et après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura jamais d'architecture parfaite qui résout tous les problèmes. Il n'y a que des choix. Des choix qui sont cohérents avec les contraintes ou des choix qui finissent par coûter très cher. La vraie compétence, ce n'est pas de connaître la dernière techno à la mode, c'est de savoir choisir, justifier son choix et surtout de savoir le faire évoluer avec le temps.